s'intéresser de s'intéresser à la problématique de la santé, tout en utilisant le prisme de grands domaines scientifiques que sont la biologie, la physique, la chimie et la biochimie, et dans une certaine mesure, mais plus comme des outils, des mathématiques. En effet, nous pensons que pour être de bons scientifiques de la santé, nous formons des scientifiques, il est nécessaire de disposer de prérequis solides dans ces grands domaines disciplinaires pour pouvoir appréhender ce domaine complexe. Notre formation, elle est aussi particulière parce que nous sommes une équipe très plurielle, donc évidemment qui balaye ces champs disciplinaires, mais également qui regroupe des enseignants-chercheurs, des chercheurs, mais aussi des praticiens hospitaliers. C'est la raison pour laquelle, en fait, je ne suis pas la seule responsable de cette formation. Moi, je suis enseignante. Je suis accompagnée de Madame Dominique Bonnefond, qui est praticien hospitalier et son affectation d'origine est la faculté de pharmacie de Paris. Dans notre licence, nos étudiants ont la plus grande partie de leurs cours sur le campus Saint-Germain-des-Prés, mais particulièrement en troisième année, tous vont à la faculté de pharmacie pour certains enseignements. Donc, voilà l'organisation générale de notre licence. Donc là, je suis en train de parler de la licence que je vais qualifier de classique et tout à l'heure, je ferai un petit point plus particulier sur l'accès santé. Donc, comme toute licence, notre formation s'étale sur 3 années, le L1, le L2, le L3. Et pour réussir dans de bonnes conditions, donc il faut évidemment être titulaire du baccalauréat ou d'un équivalent, à très forte coloration scientifique. Nous avons conçu notre formation de la manière suivante. Donc, la première année est vraiment un niveau d'intégration. Nous connaissons le public qui arrive, ce sont des jeunes étudiants qui étaient lycéens l'année dernière. Donc, cette première année, c'est vraiment un niveau d'intégration. Et d'ailleurs, nos modalités de contrôle de connaissances sont celles qui sont en cours au lycée, à savoir le contrôle continu intégral, aussi bien en premier semestre qu'au deuxième semestre. La deuxième année, le premier semestre est toujours l'acquisition du socle commun, mais là, on est plutôt dans de l'approfondissement de ce socle commun. Et à partir du second semestre, nos étudiants sont accompagnés, sont invités à réfléchir à leur orientation progressive, évidemment tout en gardant cet intérêt pour la pluridisciplinarité. Nos modalités de contrôle de connaissances évoluent. Évidemment, nous avons encore des contrôles continus, mais nous habituons nos étudiants à savoir être prêts à un moment donné, donc à savoir être prêts pour un examen. La troisième année est le niveau de la spécialisation, bien sûr en maintenant la culture de l'interface. C'est important de manière à ce que nos étudiants soient bien lisibles au niveau des jurys de recrutement des masters, parce que même si j'ai indiqué la vie professionnelle en sortie de notre licence, nous ne sommes pas une licence pro et par conséquent, la plus grande partie de nos étudiants continuent leurs études. La voie majeure pour ce parcours classique est le master et c'est dans ce master que les étudiants acquièrent des compétences qui leur permettront de s'insérer sans problème dans la vie professionnelle. Donc, le master est la sortie en L3. Il y en a d'autres des sorties en L3. Nous avons une convention avec Sciences Po qui permet à nos étudiants sous condition d'accéder à des formations de Sciences Po, qui sont d'ailleurs pour certaines en lien avec la thématique de la santé. Nous avons également une convention avec une école d'ingénieurs, l'ISEP, qui, ont un parcours numérique et santé dans lequel nos étudiants peuvent s'insérer de manière à devenir ingénieurs. Et nous avons aussi, au L1 et au L2, donc complètement indépendamment de l'accès santé, des conventions avec 4 écoles de kiné, l'assistance à l'APHP, l'IFMK de l'EFOM, l'école de kinésithérapie de Paris et l'école d'Assas. Donc, nous avons une quinzaine de places qui permettent donc à nos étudiants de rejoindre les études de kinésithérapie de Paris. En ce qui concerne le mode d'accès dans cette licence, au niveau première année,
Le seul mode d'accès possible est Parcoursup. Dans cette parcours classique, nous offrons 180 places sur Parcoursup. Il est possible de rentrer en deuxième et en troisième année, en particulier quand on a validé un pass, à condition que ce soit un pass mineur BPC qui colle donc avec nos matières, mais des étudiants qui viennent d'IUT, de BTS ou de classes préparatoires peuvent également nous rejoindre aussi bien en deuxième année qu'en troisième année. Le mode de candidature en deuxième année et en troisième année, ce n'est pas Parcoursup, c'est directement notre site que je vous ai indiqué ici. Et notre plage de candidature, c'est du 2 mai au 30 juin. Pour les réorientations de PASS UP, le process est dédié et spécial et les étudiants donc, de PASS UP seront informés via notre mode de communication avec eux, c'est-à-dire la plateforme Moodle. Petit focus maintenant sur la première année. Donc, la première année, c'est cette acquisition du socle commun en sciences. Donc, les 2 semestres sont indiqués ici, les volumes horaires des étudiants sont précisés à côté et vous voyez qu'on retrouve dans les 2 semestres les matières que nous avons nommées, la physique, la biochimie, la chimie, évidemment la biologie, les mathématiques comme outil mathématique. Et en plus, donc, un module donc, qui au premier semestre est la formation générale dans lequel il y a intervention d'enseignants spécialisés dans le domaine de l'orientation. Il y a également de l'informatique, du travail sur plateforme en anglais. Et au second semestre, un module complet d'anglais en présentiel. Donc, je pense que tout le monde n'est pas encore familiarisé avec le fonctionnement de l'université. Donc, je vais vous le présenter d'une manière très caricaturale. Donc, à l'université, chaque semestre représente un ensemble de crédits à acquérir, plus précisément 30 crédits, qui se répartissent donc dans chacune des matières. Donc, par exemple, la biologie et toutes les autres matières, les 3 autres matières à côté, permettent d'acquérir 6 ECTS. Les mathématiques, seulement 3, et la formation générale, seulement 3. Ces crédits donc, sont évidemment liés directement au volume horaire de l'enseignement. Et ces crédits représentent également le poids de ces matières quand nous allons calculer la moyenne de nos étudiants. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune matière entre la biologie, la chimie, la biochimie et la physique qui compte plus qu'une autre. Aucune des matières ne sert à une autre. Il est vraiment important pour nos étudiants d'acquérir d'excellentes bases et un socle solide pour pouvoir appréhender donc, ce domaine aussi complexe qu'est la santé. À l'université, nous avons 3 à 4 grands modes d'enseignement. Donc, des cours magistraux, de manière à ce que nos étudiants ne se sentent pas noyés. En première année, en fait, nous les séparons en 2 sections d'une 160 étudiants à peu près. Donc, ça reste des amphis tout à fait à taille humaine. Des travaux dirigés, donc dans des salles de classe comme ce que les jeunes lycéens connaissent, et des travaux pratiques qui commencent, nous, à partir du second semestre. Il y a aussi des enseignements qui ne sont qu'en cours TD, comme les mathématiques, donc pas de cours magistraux. Nous utilisons différents modes d'enseignement. Donc, en amphithéâtre, nous utilisons des projections, mais aussi nous allons écrire au tableau. Et surtout, quasiment maintenant dans tous les cours, nous interagissons en direct avec nos étudiants avec des outils qui nous permettent donc d'interroger les étudiants, même s'ils sont en amphi, et ce, en temps direct. Donc, c'est vraiment des enseignements que nous voulons profondément interactifs. Voici l'exemple d'un emploi du temps d'un de nos groupes de TD au premier semestre. Donc, nous, notre premier semestre, il dure 16 semaines. Nous rentrons le 1er septembre. C'est évidemment le calendrier de l'année en cours. Et nous allons jusqu'au 18 décembre dans notre période d'enseignement. Après, c'est les vacances de Noël. Et le contrôle continu, donc, puisque c'est un contrôle continu, donc les évaluations ont lieu du début jusqu'à la fin de ce semestre 1, avec une semaine dédiée pour DDS à la rentrée des vacances de Noël.
Donc, vous reconnaissez les matières donc, que je vous ai énumérées avec des cours, des travaux dirigés et des temps dédiés donc, aux activités de formation générale. Donc là, par exemple, il y a 2 temps le lundi et le mercredi pour la formation générale, mais il y a des semaines où nos étudiants n'ont rien, il y a des semaines où nos étudiants n'ont qu'une séance sur les 2, et il y a des semaines où ils peuvent avoir les 2 créneaux. Donc, nos étudiants ont le temps de travailler et de travailler leurs cours, de préparer leurs séances à l'avance. Ce sont des emplois du temps qui sont somme toute chargés, mais tout à fait raisonnables. Les étudiants ne quittent pas très très tard, hormis donc le mardi. Au second semestre, donc le second semestre commence le 14 janvier, s'achève cette année le 23 avril, c'est très variable en fonction des vacances de printemps. Et là encore, donc, les périodes d'évaluation, puisqu'on est en contrôle continu intégral, s'étendent du début jusqu'à la fin. Et nous avons une semaine dédiée pour les derniers DS à la rentrée des vacances de printemps. Donc, l'emploi du temps paraît peut-être un peu plus dense qu'au premier semestre, mais là encore, il y a 3 créneaux de travaux pratiques. Donc, il y a des semaines où les étudiants n'ont pas de travaux pratiques, des semaines où ils ont des travaux pratiques 2 fois et seulement, ou alors seulement 1 fois. Donc, là encore, il y a du temps dans cet emploi du temps. On a besoin qu'il y ait du temps parce qu'il y a aussi des évaluations orales que nous organisons et par conséquent, ces évaluations orales donc, sont organisées sur les plages de temps libre, en plus des évaluations écrites. Je passe maintenant à la seconde année. Donc, la seconde année, c'est l'approfondissement du socle commun au premier semestre et la spécialisation en S4. Le S3, il est ici, ce 3e semestre. Donc, vous reconnaissez les matières dont on a parlé. Certaines nouvelles matières apparaissent. Ce sont en fait des sous-matières des grands domaines chimie pour la méthode spectroscopique, physio pour la biologie. Et vous voyez encore que là, pour l'essentiel, les étudiants font tous la même chose. Il y a juste un choix entre la génétique et la physique. Au second semestre, ce sont toutes les UE qui sont indiquées en vert. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus parce que c'est le début de la spécialisation. Donc, l'étudiant est amené à faire ses premiers choix, ce qui est souvent très difficile pour lui, mais nous l'accompagnons. Donc, évidemment, nous retrouvons nos matières fondamentales que sont la physique, la biochimie, la chimie, la biologie. D'autres matières qui, pour nous, sont fondamentales, ce sont les sciences cognitives, l'ergonomie, qui sont donc des matières, donc, des champs de recherche qui sont développés donc, sur notre campus. Et dans ce choix de 1, 2, 3, 4, 5 grands domaines, les étudiants là doivent seulement en choisir 3. Nous avons également des UE que nous qualifions de complémentaires, donc qui sont des UE qui permettent d'approfondir ou de découvrir des domaines scientifiques. Et à côté de ça, nous avons des UE plus transverses, liées à la découverte du milieu professionnel pour certaines, ou simplement du sport ou de l'engagement étudiant que nous valorisons dans cette licence. Évidemment de la culture générale, et les mathématiques sont remplacées par des biostatistiques qui sont très utiles quand on s'intéresse au domaine de la santé. En L3, c'est le temps de la spécialisation pour être lisible en master. Donc, nos étudiants sont tous invités à choisir une orientation qui est soit plus biologique ou plus chimique. Certaines UE sont donc communes à ces 2 itinéraires. Et donc, dans l'itinéraire bio, voici les matières. Donc, vous voyez que c'est des domaines de la biologie qui sont très orientés vers la biologie humaine. Et en ce qui concerne l'itinéraire plus à vocation chimie, là, très, très lié à la chimie, avec des UE à choix, physique ou biochimie, pour parfaire cette spécialisation. Au S6, dans la continuité donc, des choix qui ont été faits au S5, les étudiants peuvent, lorsqu'ils sont en itinéraire biologie, choisir de très gros UE qui comptent pour 9 ECTS et qui vont vraiment faire leur ADN de sortie. Donc, parmi toutes ces UE, il y a de la biologie des agents infectieux de la santé publique, des neurosciences, des sciences cognitives, de l'ergonomie, de la physique et de la chimie.
Donc, 5 menus à 2 UE sont possibles et définissent donc nos 5 parcours de licence. Par exemple, les neurosciences peuvent être associées soit à la biochimie, soit à la physique, soit aux sciences cognitives. Voilà 3 parcours. La biologie 6 peut être associée à la biochimie, un 4e parcours. Et le dernier parcours, c'est physique, sciences cognitives, ergonomie. Du côté de la chimie, nous offrons 3 parcours de sortie dans l'itinéraire chimie. En fonction que l'étudiant choisit chimie 7 et chimie 8, premier parcours, chimie 7 et biochimie 6, chimie 7 et physique 6. Et vous reconnaissez ensuite des UE donc, qui sont plus d'approfondissement ou de découverte scientifique, et là encore, des UE très liés à l'insertion professionnelle, découverte du milieu de l'entreprise, éveil à l'industrie, éveil à la recherche, par exemple, dans ce catalogue. Donc, s'il fallait résumer la licence sciences biomédicales en quelques points. Donc, notre volonté est de faire acquérir à nos jeunes des compétences théoriques et expérimentales solides dans les grands champs disciplinaires scientifiques, mais en gardant un véritable souci de l'interface. Les disciplines donc étant orientées de manière à former des scientifiques de la santé. Il y a de nombreux travaux pratiques qui augmentent pendant la licence et dès la première année, nous offrons la possibilité à nos étudiants de faire des stages et nous les encourageons. Nous travaillons effectivement également à l'acquisition de compétences et de savoir-faire plus transversaux. Nos étudiants passent une certification en anglais, une certification en informatique. Ils sont initiés à la gestion de projet, ils apprennent à rédiger des rapports et à présenter des posters scientifiques. Nous accompagnons les choix, nous accompagnons l'orientation vers la professionnalisation. Nous encourageons la mobilité à l'international avec une possibilité donc de faire le L3 dans le cadre d'un Erasmus, donc en Europe, ou au Canada dans le cadre de la campagne BCI. Nos étudiants sont accompagnés quand ils sont dans la difficulté, mais nous permettons à ceux qui en demandent plus de suivre des parcours enrichis pour donc les meilleurs de nos étudiants qui le souhaitent. Petit focus maintenant sur l'accès santé. Donc, l'accès santé, c'est ce qu'on appelle les LAS. Donc, c'est une des LAS de notre université qui en propose beaucoup. Et c'est pour nous vraiment un itinéraire de cette licence. Donc, vous voyez, c'est exactement la même diapo. Les étudiants suivent, pour certains, l'intégralité des menus que nous proposons dans la licence classique. Pour d'autres, la quasi-intégralité. Les sorties sont exactement les mêmes à tous les niveaux, mais évidemment, se rajoutent en L1, en L2 et en L3 les possibilités donc d'accéder à une deuxième année d'études de santé dans le domaine de la médecine, de l'odontologie, de la pharmacie, de la maïeutique, sage-femme, en L2 et en L3 et pour également en L1 en fonction donc des situations. Comment rentre-t-on en première année en licence accès santé? Là aussi, c'est sur Parcoursup. Nous offrons 100 places pour les néo-bacheliers et pour les étudiants en réorientation. Attention, à condition que cette réorientation soit hors PASS. Il n'est pas possible d'intégrer une LAS. Ce n'est pas spécifique à la mienne, c'est toutes les LAS. Lorsqu'on est cette année en PASS, vous devez, si vous êtes intéressé par rentrer dans une licence avec l'objectif d'user de votre droit à deuxième chance, rentrer dans une licence par la voie classique. Et c'est seulement lorsque vous aurez validé la première année que vous serez autorisé à rejoindre l'itinéraire accès santé. Donc, vous pourrez user de votre droit à deuxième chance, mais pas en première année. Il n'y a pas d'entrée en LAS en troisième année. Les entrées se font donc en première année via Parcoursup ou bien en deuxième année, mais pas d'entrée en troisième année. La très grande partie des gens qui nous rejoignent en accès santé en deuxième année sont des étudiants qui sont issus d'un PASS validé de notre université, donc avec la mineure qui correspond à notre domaine, c'est-à-dire la mineure BPC.
Il faut évidemment pour cela avoir été admis à cette PASS, donc avoir acquis les 60 ECTS de première année. Nous étudions évidemment des candidatures pour rejoindre l'accès santé qui proviennent d'autres universités que la nôtre. Comment ça marche la licence accès santé en licence sciences biomédicales? Donc, il faut bien avoir connaissance des règles du jeu. Et vraiment, la règle numéro 1 à bien comprendre, c'est qu'en accès santé, en LAS comme en PASS, il n'y a pas de la place pour tout le monde pour passer en deuxième année d'études de santé. Et il y a le critère numéro 1 qu'il faut bien avoir en tête. Ce critère numéro 1, c'est la réussite en licence. Vous aurez d'autant plus de chances d'intégrer une deuxième année d'études de santé que vous réussissez bien dans votre licence. Donc, pour nous, dans la licence sciences biomédicales. Si vous arrivez à partir de la première année, donc ça veut dire que vous n'étiez pas en PASS, la première année, vous ferez exactement la même chose que vos camarades, les mêmes 60 CTS. Mais en plus, vous aurez la possibilité de passer 12 CTS supplémentaires que l'on appelle la mineure santé, qui s'organisent sous forme de 4 paquets de 3 ECTS, unité d'enseignement, que vous voyez ici. Et donc là, vous ne pouvez pas manquer de remarquer qu'il y a des domaines disciplinaires que nous abordons également dans notre licence, ce qui fait que ça peut être extrêmement intéressant, donc effectivement, de nous rejoindre compte tenu de l'intérêt pour la santé que nous avons intrinsèquement, indépendamment donc de l'accès santé. Si vous voulez tenter d'accéder à une deuxième année d'études de santé dès la première année, il faudra valider les 12 ECTS de ces mineurs santé, en plus des 60 ECTS. Donc, ces ECTS que j'ai mis en rouge, ils ne sont pas dispensés dans la licence, ils sont en plus et ils sont organisés par la faculté de santé de notre université. Vous n'êtes pas obligé de tenter en première année. Vous pouvez dire « je préfère attendre la deuxième année ». À partir de la deuxième année, et ce sera le cas également en troisième année, l'étudiant est amené à nous dire quel UE mineur santé, donc parmi UE1, UE2, UE3, UE4, il doit en choisir 2. Et ces 2 UE remplaceront des UE de notre licence de manière à ce que nous devenions une LAS à mineur santé intégrée. Ça veut donc dire que 6 ECTS de ces mineurs santé compteront dans le calcul de la moyenne de leur licence. Et donc, le temps qu'ils passeront à valider ces ECTS ne se rajoutera pas au temps passé à valider les UE de la licence. Ils sont inclus dedans. Mais évidemment, si vous voulez candidater à la fin de cette deuxième année, il faudra quand même avoir passé l'intégralité de ces UE mineurs santé. Vous n'êtes pas obligé de le faire en L2, vous pouvez le faire en L3. Ou bien vous pouvez avoir tenté de le faire en L2, ça n'a peut-être pas marché, et vous pouvez user de votre droit à deuxième chance en L3. Donc, vous voyez l'énorme avantage des licences accès santé par rapport à la PASS, c'est que chacun choisit son rythme. Il y a les lièvres qui vont vouloir sortir à la fin de la première année. Il y a les tortues qui vont vouloir acquérir complètement les connaissances de notre licence et sortir à la fin de notre licence. Et je vous rappelle que dans la fable, celui qui gagne, c'est la tortue. Donc, ce n'est pas toujours bien de vouloir être le lièvre. Vous pouvez avoir plus de renseignements sur le fonctionnement des licences accès santé, donc sur le site de l'université. Donc, pas seulement cette LAS, mais aussi les autres LAS. Pour les gens qui nous rejoignent en deuxième année après un PASS validé, donc vous nous rejoindrez en 2022-2023 et dès la fin de votre L2, vous pourrez tenter d'accéder à une deuxième année d'études de santé. Ça sera votre droit à deuxième chance. Là aussi, le critère de choix, de sélection, c'est la réussite en licence. Mais à la différence de vos camarades, si vous avez validé la PASS, votre mineur, les 12 ECTS de la mineure santé seront validés de droit. Donc, vous ferez exactement les mêmes UE que vos camarades qui sont dans l'itinéraire classique.
Cette licence sciences biomédicales est aussi déclinée en 4 parcours bidiplômants, donc qui permet à ces étudiants inscrits dans l'itinéraire parcours bidiplômant d'acquérir 2 licences en 3 voire 4 ans, donc une autre licence en plus que la licence sciences biomédicales. Il s'agit du droit ou de l'économie-gestion ou maths et applications ou sciences psychologiques. Évidemment, ce sont des filières sélectives comme dans toutes les doubles licences sur Parcoursup. Ça s'adresse à des étudiants donc, qui ont de très grandes capacités de travail, qui ont de très bonnes connaissances initiales en sciences. Je n'en dirai pas plus. Si vous êtes intéressé, je vous invite à nous rejoindre à la conférence de 14 heures qui est dédiée sur les parcours bidiplômants. Nous avons également un autre parcours spécifique dans cette licence qui s'appelle le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, parcours innovation biomédicale et pharmaceutique. Je sais, c'est un peu compliqué comme nom, mais c'est une formation, là encore, qui est très innovante du point de vue de ses objectifs et de ses pratiques. C'est une formation qui est hybride entre une classe préparatoire, notre partenaire est le lycée Janson de Sailly, et notre université, avec notre licence. Les étudiants donc dans ce parcours suivent certains enseignements à l'université et d'autres enseignements au lycée Janson de Sailly. Et nous, à l'université, nous essayons de faire travailler nos étudiants donc, sur les compétences scientifiques, la gestion de projets, résolution de problèmes, communication scientifique, à l'occasion de projets scientifiques réalisés à l'université ou de stages. Il y a aussi des enseignements, ils peuvent suivre également certaines autres UE de notre licence. Et la finalité donc, de ce parcours est de multiplier les sorties possibles, donc des sorties en master comme les autres, mais aussi vers des écoles d'ingénieurs avec soit passage de concours, soit admission sur titre. Et également, nous mettons en place une sortie vers les études de pharmacie différentes donc de l'accès santé. Là aussi, je vous invite à nous rejoindre si vous êtes intéressé par cette formation donc très innovante. Ça sera sa 2e année à la conférence dédiée de 11 heures. Comment on réussit en licence sciences biomédicales, qu'on soit en licence classique ou en licence normale? Il faut avoir cette formation initiale solide en sciences au sortir de la terminale. Il faut aimer toutes les sciences, il faut être extrêmement assidu en cours, tous les cours, travailler régulièrement et dans toutes les matières. Nous estimons qu'une heure de cours à l'université correspond à une heure de cours à la maison. Nous recommandons donc, pour avoir cette formation initiale solide en sciences, de suivre une triplette scientifique en première et de garder, si possible, en terminale, la spécialité physique-chimie associée à une autre matière scientifique. Et si les maths ne sont pas choisies comme autre spécialité, comme 2e spécialité en terminale, suivre mathématiques complémentaires est évidemment un très large atout. Nous examinons et nous considérons toutes les candidatures. Je vous rassure, la licence sciences biomédicales n'est pas une licence sélective. Je vous ai mis à titre d'information les taux de réussite de l'année dernière et les taux de réussite du premier semestre de cette année. Nous n'avons pas encore fait les jurys en L1, mais il me semble que c'est un petit peu plus élevé que ce 45% de l'année dernière. Et surtout l'année dernière, on avait un L2 qui était vraiment très, très faible. Et cette année, nous avons repris notre régime de croisière. Voilà, donc vous voyez un peu nos taux de réussite. Nos étudiants donc sont très accompagnés, on se veut vraiment très disponible pour les étudiants. Donc dès la 2e journée de la rentrée, les étudiants rencontrent un enseignant qui va devenir leur tuteur pendant toutes leurs études, pendant les 3 années. Et puis, nous collaborons avec l'association étudiante de la licence qui s'appelle l'Amicale Paris Sciences. Nous collaborons avec eux dans l'organisation donc, de certains événements, pédagogiques ou pas, parce que la vie à l'université, c'est aussi cette découverte de la vie estudiantine qui est si importante et qui fait tant défaut à nos jeunes dans cette période compliquée. Et comme j'ai essayé de vous le montrer, nous essayons d'accompagner la transition lycée-université, donc en continuant à faire des modalités de contrôle de connaissances que les étudiants connaissent, à savoir du contrôle continu intégral.
Nous évaluons le niveau de nos étudiants à la rentrée de manière à pouvoir nous adapter. Et pendant 15 jours, que nous avons appelé le dispositif Qu'études, pour 15 jours pour réussir ces études, nous essayons donc de faire un petit peu de remédiation, de remise à niveau. Les étudiants sont invités à commencer à travailler ensemble pour former des groupes de travail, ce qui leur sera très utile pour la suite de leurs études. Que peut-on faire à la fin de cette licence sciences biomédicales? Donc, 98% de nos diplômés vont poursuivre des études. Et donc, pour l'essentiel, soit en master, évidemment quand ils sont dans une licence quand ils sont dans le parcours classique de la licence sciences biomédicales. Je vous ai mis ici les principaux masters qui peuvent accueillir nos étudiants. Ce sont les masters de notre université. Le premier paquet correspond au master que nous avons, nous, sur notre site de l'UFR des sciences fondamentales et biomédicales, qui est le site donc, sur le campus Saint-Germain. UFR auquel Marie-Claude, Caroline, Karine et moi, Karine, appartenons et un très, très grand nombre de nos enseignants-chercheurs et enseignants-chercheurs. Et donc, vous voyez que les thématiques que nous abordons pendant notre licence prépare tout à fait à ces poursuites d'études. Dans notre université, il y a également d'autres masters qui accueillent nos étudiants. Mais évidemment, vous n'êtes pas marié à une université quand vous rentrez en première année. À la fin du L3, un très, très grand nombre de nos étudiants vont suivre un master en France ou ailleurs en France ou à l'étranger, bien évidemment, et c'est très souhaitable. Notre licence Accès Santé donc, a tourné pour la première fois l'année dernière, puisque c'était la mise en place de cette réforme. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que 100 étudiants de notre licence sont partis en deuxième année d'études de santé à l'issue donc de leur parcours de leur licence Accès Santé. 7 en L1, 30 en L2 et 63 en L3. En ce qui concerne le choix des masters, évidemment, il va être extrêmement dépendant des choix de customisation d'études qui auront été faits tout au long de la licence et particulièrement en L3. Pour terminer, quels sont les débouchés professionnels et secteurs d'activité que peuvent embrasser les jeunes après, évidemment, un master? Tout plein de métiers très différents. Donc, ça fait très patchwork cette liste. C'est un peu une liste à la Prévert, mais évidemment, comme nous sommes une licence pluridisciplinaire et que nos étudiants peuvent accéder à de nombreux masters en fonction de leur spécialisation, nous aurons donc de grands domaines, des métiers très différents. Un certain nombre d'entre eux, après le master, décideront de poursuivre avec un doctorat. Donc, pour devenir chercheur dans le public, dans le privé, enseignant-chercheur comme nous ou ingénieur de recherche. Et donc, les domaines que nous alimentons sont très, très variés. Ils tournent évidemment vers les thématiques liées à la santé, sans pour autant être soignant pour les premiers domaines en noir. Et très clairement, depuis que nous sommes une licence Accès Santé, nous avons donc un très, très grand nombre de nos étudiants qui deviennent des soignants en médecine, en odonto, en pharmacie, en maïeutique également, en plus des filières kiné. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été claire et pas trop longue. Donc, en complément d'information, vous pouvez consulter le site donc, de l'UFR qui est indiqué ici en bleu. Et également, sur le site de l'université, il existe donc un catalogue de l'offre de formation sur lequel la licence sciences biomédicales est référencée avec des fiches qui vous donnent des compléments d'information. Voilà, j'ai terminé pour moi. Karine, nous sommes à votre disposition. Oui. Moi, ce que je propose, parce qu'il y a eu pas mal de questions auxquelles on a répondu directement dans le chat, Oui. Des questions d'ordre général que j'ai notées. Caroline, tu en as peut-être noté aussi. Et donc, ce que je propose peut-être, c'est arrêter d'écrire dans le chat parce que c'est très compliqué de suivre tout en même temps. Mais on va peut-être répondre aux questions générales. Et si vous avez d'autres questions,
On peut peut-être, comment on fait, Karine? On leur demande peut-être de simplement… Oui, poser leurs questions. Voilà. Ce qu'il faut juste, c'est pas mettre la caméra dans la mesure où il y a des problèmes de droit à l'image. C'est vraiment ça le souci. Ok. Alors, Caroline, je démarre. Oui, vas-y, et puis je compléterai. Alors, sur la filière kiné, hein, je vais dans l'ordre où je les ai notées. Hein, ce n'est pas forcément l'ordre où elles sont apparues. Donc, filière kiné, vous êtes plusieurs à vous intéresser. Alors, il n'y a pas, on accède à la filière kiné, pas qu'en LAS. On accède aussi, comme l'a dit Madame Lebarche, en filière classique. D'ailleurs, tout le monde, c'est un seul classement. Il n'y a pas un classement LAS, c'est un classement classique. Alors, on nous demande combien de candidats, combien de places dans chaque école. Donc, c'est variable, évidemment. Quelle école? Alors là, je ne m'engagerai pas à répondre à cette question parce qu'en fait, les conventions sont refaites tous les ans. Je peux dire que cette année à la PHP, nous avons 2 places. À l'école de kinésithérapie de Paris, nous avons cette année 3 places. Il me semble qu'à l'EFOM, nous avons 5 places et qu'il en est de même à Assas. Oui, et puis je rajouterais que, alors pas de panique, hein, parce que l'année dernière, par exemple, toutes les places n'ont pas été pourvues. Donc voilà, si vous travaillez bien, évidemment, vos résultats sont très importants. Si vous travaillez bien, il n'y a pas non plus une concurrence énorme parce que ça, tout simplement, je pense que les étudiants ne sont pas très au courant de… Oui. Et puis en plus, donc à l'Université de Paris, nous essayons de concevoir des conventions qui soient fongibles entre les formations. Donc, par exemple, en PASS, ils proposent un certain nombre de places aussi. Si elles ne sont pas complètement pourvues par la voie PASS, ces places ne sont pas perdues, elles sont reproposées en LAS, parce que donc nous proposons des places hors LAS, mais il y a aussi des places pour les LAS, les autres LAS de l'Université de Paris, ou la nôtre également. Et donc ces places, elles ne sont pas perdues. On essaye d'en faire bénéficier le plus d'étudiants possible. Et effectivement, Marie-Claude a raison, l'année dernière, à l'échelle de l'université globale, nous n'avons pas, hélas, réussi à fournir l'ensemble des étudiants demandés par les écoles de kiné. Pour faire suite pour les écoles de kiné, il y a une question supplémentaire, nombre de places pour l'ICEP. Pour l'ICEP. Ah, alors là, ça doit être écrit dans le cadre de la convention, mais ça n'a jamais été un problème. Donc, je crois pas que ce soit un problème. Je sais même pas si c'est écrit dans la convention. Donc, non, pour aller à l'ICEP, il faut suivre un parcours qui soit quand même très orienté vers la physique. Et nous proposons une UE programmation qu'il faut avoir suivie, évidemment, pour ne pas être perdu dans l'école d'ingénieur. Et c'est à peu près toutes les conditions qu'ils nous demandent. Ça, on a assez peu d'étudiants qui sont intéressés par cette convention, donc je ne pense pas que ce soit un souci à se poser là maintenant. Alors ensuite, il y a des questions sur quelle est la différence entre la licence sciences biomédicales et la licence sciences de la vie de l'Université de Paris. D'accord. Et quels sont les masters qui peuvent leur faire suite? Est-ce qu'ils sont communs, différents, etc. Voilà. OK. Alors, nous, on est une licence qui n'est pas une licence disciplinaire. On est une licence pluridisciplinaire dans laquelle nous proposons à nos étudiants de se spécialiser. Et effectivement, ils peuvent se spécialiser vers la biologie. Mais les domaines de la biologie qui sont abordés dans notre licence sont des domaines de la biologie humaine. J'ai parlé de biologie des agents infectieux, j'ai parlé de neurosciences, j'ai parlé de physiologie, j'ai parlé de biologie cellulaire, enfin je n'ai pas parlé, mais on fait aussi de la biologie cellulaire, il y a de la myologie, et tout ça, donc vous voyez, c'est très orienté vers l'humain. Nous n'enseignons jamais de biologie végétale, nous n'enseignons jamais de géologie. Donc, nous ne balayons pas tous les domaines de la biologie au sens des sciences de la vie au sens large. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de poursuites d'études qui sont communs. Donc, par exemple, la licence de SDV et la note
on peut faire le master de biologie moléculaire et cellulaire, ça le BMC, on peut faire le master de génétique. Mais par exemple, nous, évidemment, nos étudiants qui ont fait des neurosciences pendant leur licence seront extrêmement favorisés pour aller rejoindre le master de neurosciences. Ça sera un petit peu plus compliqué pour certains étudiants de SDV qui ne l'auront pas fait. Inversement, un étudiant qui voudrait chez nous aller faire un master lié aux plantes, il n'aura pas les prérequis. Donc nous, vraiment, on est lié à l'humain, à la santé humaine. Alors, il y a des questions sur, pas mal de questions sur des inquiétudes, on va dire, sur l'entrée par Parcoursup. Alors déjà, parce qu'elle s'est revenue 2-3 fois, on n'a rien contre les étudiants qui ont fait un lycée en province, bien évidemment. Ah non, alors là, c'est même au contraire. Nous sommes une licence, alors là, je vais vous rassurer, nous sommes une licence qui est dite hors mention. Donc, la licence sciences biomédicales, c'est, comme je vous l'ai dit, elle est unique. Ce qui nous offre un énorme avantage sur Parcoursup par rapport à nos collègues, par exemple, de sciences de la vie, c'est qu'il n'y a pas de problème de sectorisation. Donc, un étudiant qui habite rue des Saints-Pères, à côté de chez nous, est considéré de la même manière qu'un étudiant qui habite à Marseille. Ensuite, donc, sur les spécialités, idem. Donc, on vous l'a dit, c'est vrai que on avait indiqué qu'il était plus favorable de suivre le DS physique-chimie parce que pour nous, ça fait 2 spécialités, enfin une en 2, puisque en licence, vous aurez en L1 des cours de chimie et des cours de physique totalement séparés qui vous rapporteront chacun, chaque matière vous rapportera des crédits. Voilà, maintenant, si vous avez suivi SVT et mathématiques, il n'y a pas de problème non plus en terminale. Ne vous inquiétez pas, on ne privilégie pas ceux qui ont pris physique, chimie et SVT, par exemple, par rapport à ceux qui ont pris maths et SVT. Donc, voilà. Il n'y a pas de note seuil aussi. Une question de note seuil pour intégrer la licence, ça ne fonctionne pas comme ça. On regarde, c'est plus général, on ne regarde pas que les notes seuil, on regarde un parcours, on regarde des bulletins, on regarde des appréciations, on regarde des rangs. Et avec tout ça, il y a un classement. Donc, on ne peut pas vous donner des notes seuil. Il n'y en a pas. On n'a pas. Non, ce n'est pas une filière sélective sur Parcoursup. Ça veut dire que toutes les candidatures, elles sont étudiées et classées. C'est la différence entre les filières non sélectives et les filières sélectives. Les filières sélectives, nous pouvons dire non à une candidature quand elle ne nous paraît pas appropriée. Mais sur les licences classiques, nous ne disons pas non, mais effectivement, si le parcours ne nous paraît pas être un parcours qui permette la réussite ensuite, nous allons mettre plus bas dans notre classement par rapport à des étudiants pour lesquels on est quasiment sûr qu'il n'y aura pas de souci. Il y a une question de Bérangère. Si on n'a pas eu de cours de physique-chimie, y a-t-il un support d'aide des cours possibles pour rattraper? Donc, en fait, au début de l'année de L1, il y a 2 semaines de travaux dirigés, cours en quelque sorte de rattrapage que l'on appelle le dispositif Quiétude quinzaine pour bien démarrer ses études. Et dans ce dispositif-là, il y a de la physique et de la chimie. Donc, ça peut permettre de rattraper un petit peu. Et évidemment, moi je suis chimiste, donc je peux en parler tout à fait facilement. On repart à zéro. Disons qu'on utilise des prérequis qui ont été vus en première. Voilà, rien en terminale. Rien en terminale. C'est la même chose. En physique, si vous connaissez les lois de Newton, on reprend tout. Je dirais que c'est plutôt les mathématiques qui peuvent un petit peu vous bloquer, puisque en physique, le langage, évidemment, pour modéliser, ce sont les mathématiques. Mais voilà, ce n'est pas la physique qui bloque un étudiant qui arrive. Alors, on a une main levée, celle de Sarah. Sarah, on va vous donner la parole pour poser votre question. Okay, bonjour. Bonjour, Sarah. Je voudrais demander, après les masters en Biomedical Engineer, que serait le domaine de travail après les débouchés et tout ça?
Alors déjà, vous allez vite aller regarder dans le programme de la JPO parce que nos collègues donc, du master BME font une conférence qui est dédiée. Et alors, le BME, c'est un peu comme notre licence. Il y a énormément de parcours différents qui aboutissent à des domaines qui sont très, très, très variés. Plus liés à l'informatique, d'autres plus liés à la biomécanique, d'autres plus liés même vers les matériaux. Donc, là, je crois qu'il faudrait vraiment que vous alliez écouter la conférence de nos collègues de BME. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, on a fait à peu près le tour. Il y a une question, alors ça concerne une personne. Lucille a levé la main aussi. Ah, vas-y. Lucille, mais je pense que c'est Lucille. Je vous laisse la poser. C'est pour le L2, je suppose. Allez-y. Oui, voilà, bonjour, merci. Je voulais savoir, je suis étudiante actuellement sur une autre université et je voulais savoir quel était le nombre de candidats issus de PASS qui auraient validé tous leurs crédits majeurs mineurs, donc les 60 crédits pour passer en L2 seraient acceptés à l'Université de Paris. Donc, des étudiants qui ne sont pas de l'Université de Paris. Oui. L'année dernière, on a eu des candidatures d'étudiants d'autres universités qui étaient en passe. Alors, effectivement, donc, pour rentrer en deuxième année, il est nécessaire d'avoir une mineure qui corresponde quand même à ce qu'on fait, nous, dans notre licence. Donc, si c'est une mineure d'histoire, puisque c'est possible dans certains passes, ça ne sera pas possible. Non, c'est une mineure lettres. C'est une mineure lettres. Mais le programme général de la L1 de PASS correspond exactement à ce que vous faites en L1 en sciences biomédicales. Au niveau de la majeure ? Oui. Je suis pas sûre que ça aille aussi à fond que ce qu'on fait en L1. D'accord. Donc, vous confirmez que ça ne serait pas possible. Et vous prenez combien de candidats en PASS ? L'année dernière, on avait… Ça dépend des candidatures en fait et du nombre de places qui nous restent, puisque vous comprenez bien que les étudiants qui sont prioritaires, c'est les étudiants qui viennent de notre propre université. De notre PASS UP. Et l'année dernière, on avait dit oui à, je crois, 4 ou 5 étudiants de PASS hors UP et aucun n'est venu. D'accord. Donc, on peut quand même candidater ? Bien sûr que vous pouvez candidater. Bien sûr que vous pouvez candidater. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Une question de Louise qui est en terminale avec des spécialités SVT et mathématiques. En première, elle avait la spécialité SES. Donc, pensez-vous que je puisse candidater en licence biomédicale ? Oui, mais c'est vrai que… Mais c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Disons que vous pouvez, il n'y a pas de souci, mais comme j'ai déjà répondu à quelqu'un, ça ne devait pas être vous, mais il faut avoir une vraie appétence pour la physique et la chimie quand même, parce que il y en aura beaucoup même. En première année, il y en aura beaucoup. Donc, la réponse est oui, bien sûr, vous pouvez candidater. Simplement, il faut être sûr que vous aimez ça, parce que sinon, vous allez être malheureuse. C'est ça, en fait. C'est ça. Déjà, l'enseignement des sciences qu'on a par rapport au lycée, il est évidemment plus en profondeur. Donc, certains étudiants sont un peu heurtés par cette nouvelle approche qui est un peu différente, plus à fond par rapport au lycée. Donc, vous, il faut que vous vous questionniez sur est-ce que j'aime la physique, est-ce que j'aime la chimie, parce que ça représente 12 ECTS au premier semestre, 12 ECTS au deuxième. Sur les 30, c'est beaucoup de temps. Ensuite, si vous êtes extrêmement motivé et que vous êtes sûr de votre intérêt pour ces matières-là, faudra cravacher et vous pourrez y arriver. Alors, je suis actuellement en première année de PASS, c'est Noémie. Puis-je être acceptée en licence sciences biomédicales hors LAS? Évidemment que vous pouvez candidater, ce n'est pas du tout un problème. Vous passez par la plateforme Parcoursup. Oui, par Parcoursup,
Oui. Il y a plein d'étudiants qui sont dans votre cas. Bien sûr, nous essayons d'équilibrer les promos d'entrée. Donc, il n'y a pas que des néo-bacheliers qui arrivent par Parcoursup, il y a aussi des gens en réorientation, bien évidemment. Donc, Alexandre posait la même question. Donc oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je n'ai pas bien tout compris. Pour intégrer kiné, mieux vaut faire la licence sciences biomédicales seule ou bien la LAS biomédicale? Les deux, voilà, c'est ça. Si vous êtes rentré par le tuyau LAS, l'accès aux filières kiné sera une possibilité parmi d'autres accès possibles vers les études de santé. Si vous êtes rentré par le tuyau normal de l'itinéraire classique, vous ne pourrez bénéficier que de la sortie vers kiné. Après, certaines conventions, nous avons du mal à nous projeter pour l'année prochaine par rapport aux conventions. Donc là, cette année, il y a un nombre de places qui est tout à fait confortable pour la licence. Par ailleurs, au sein de l'université dans sa globalité, pour l'ensemble des LAS, dont la nôtre, il y a un autre quota de places. Donc, il est clair que si vous êtes en accès santé, vous maximisez vos chances, mais à l'issue d'une première année. Mais il faut bien voir que c'est beaucoup plus difficile puisque dans notre licence, on vous demandera dans l'itinéraire LAS d'avoir les 60 CTS de la licence plus les 12 CTS de la mineure santé pour pouvoir bénéficier des places qui sont dédiées au LAS de l'université. Alors que si vous êtes dans la licence simple, on vous demandera juste d'avoir validé les 60 CTS. Donc, vous pouvez tout à fait candidater sur l'accès santé et sur l'autre, l'itinéraire classique, si votre unique projet, c'est kiné. Alors, il y a Médina qui veut poser une question. Oui. Donc vous pouvez y aller. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Super. Du coup, moi, je suis étudiante en PASS à l'Université Paris-Sud à Châtenay. Oui. Et j'ai une mineure maths, physique, informatique. Et j'aurais voulu savoir si c'était possible de candidater, si j'ai validé mon année, en L2 accès santé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est possible de rappeler les démarches, parce que j'ai vu que c'est pas sur Parcoursup du coup. Ah non, c'est pas sur Parcoursup. Attendez, je sais pas si vous voyez toujours mon écran. Oui, les démarches. Oui. Je vais revenir en arrière. Je suis désolée, je vous donne mal au cœur à tous. Non, je suis allée trop loin. Voilà, c'est ici. Candidature extérieure vers L2 et L3. Donc, vous avez du 2 mai au 30 juin et le lien, c'est le lien de notre UFR. Donc, il y a un onglet inscription. Il faut vous balader, mais vous ne pouvez pas le rater. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et donc, évidemment, comme je l'ai dit à la dame avant, le nombre de places que nous pouvons proposer aux étudiants qui souhaitent nous rejoindre après un pass hors UP dépend de ce qui nous reste par rapport aux étudiants que nous avons reçus de UP. D'accord. Merci. Nous avons un devoir moral par rapport aux étudiants qui sont déjà à UP. Ok. Donc, je vous invite à multiplier quand même vos candidatures. Ok. Est-il possible de passer les concours comme celui de l'ENS après la licence? Alors, nous avons des étudiants qui rejoignent des masters à l'ENS. Après, si vous parlez des concours qui permettent de rejoindre, de devenir normalien pour ensuite passer l'agrégation ou bénéficier de tout ce parcours, à ma connaissance, ça va être difficile. Alors, Lucie, je ne suis pas sûre qu'on comprend. Bonjour, quelles sont les sous-matières qui constituent la chimie 1-2, biologie 1-2 ou bien… Alors, ce n'est pas des sous-matières. Vous voulez parler peut-être des UE chimie 1, UE chimie 2, UE biologie 1. Ce sont des programmes. C'est le programme enseigné dans chaque UE. Voilà. Donc, ce n'est pas des sous-matières, ce sont des notions différentes. Voilà, c'est des notions. Voilà. Alors là, je vous invite peut-être à aller sur le site de l'UFR. Je ne sais pas si on rentre autant en détail sur le site.
je pourrais l'enrichir. C'est des programmes. En première année, comme je l'ai dit, c'est vraiment un socle commun. Donc, la chimie qui est enseignée et dès qu'on peut aller vers prendre des exemples liés au domaine de la santé, on le fait. Mais néanmoins, quand on étudie l'atome, on l'étudie de la même manière que dans les autres universités. Donc, tout le démarrage, à mon avis, reste très, 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 très textbook et assez classique en termes de connaissances. Alors, c'est pareil en physique, et on essaie de tourner tant qu'on peut, mais évidemment, c'est exactement la même chose. Et donc, je le rappelle, parce que c'est vraiment un point important, nous ne nous reposons sur aucun prérequis de terminale. Vraiment. Juste, c'est bien quand les étudiants ont fait les matières parce qu'ils savent dans quoi ils s'engagent. Ils ont une certaine habitude, une certaine pratique, mais en termes de on considère connu telle notion, nous, les chimistes, et les biologistes, je sais que c'est exactement la même chose, et même eux disent repartir en dessous le niveau de première. Il n'y a pas de souci particulier à avoir par rapport à ça, pas de complexe. De toute façon, dites-vous que personne n'arrive avec ces 3 matières dans les poches. Donc, alors, la mineure santé se fait-elle en présentiel ou distanciel? En distanciel, avec des temps de regroupement qui sont encore actuellement en distanciel compte tenu de la situation sanitaire, mais qui pourraient, on l'espère, évoluer vers des regroupements un peu plus en présentiel. Mais c'est essentiellement un travail sur plateforme. Avec aussi, donc j'ai mentionné l'association de la licence, l'Amicale Paris Sciences, mais il y a une association étudiante très active pour accompagner les étudiants qui sont en PASS et en LAS, donc A2Sup. Pour faire suite aux prérequis, notamment en physique-chimie en terminale, quand un étudiant n'a pas fait physique-chimie en terminale, est-ce qu'on peut fournir des points du programme clé que l'on pourrait revoir en amont pour se préparer? En fait, il n'y a vraiment pas besoin parce on n'utilise pas de prérequis. C'est-à-dire que, par exemple, en terminale, les gens qui font de la physique-chimie, ils étudient les dosages acido-basiques. Nous, on recommence à zéro avec les acides. On explique ce que c'est qu'un acide, on explique ce que c'est qu'une base. Et donc, il n'y a pas de retard. Les étudiants qui arrivent n'auront pas de retard de connaissances. Je dis juste, le petit souci, c'est qu'ils ont un peu moins l'habitude et un peu moins la connaissance de ce que sont vraiment ces matières. Mais rien n'empêche les étudiants qui se sentiraient mieux pour arriver chez nous de regarder sur des sites en ligne des vidéos qui portent sur des points de cours de terminale, si ça peut les rassurer. Oui, si je peux me permettre, vraiment la différence entre le lycée et ce qu'on propose, vous avez vu, par exemple, je prends les mathématiques. Si je vous parle dérivée, vous savez ce que c'est. Si je vous parle exponentielle, vous savez ce que c'est. Là, on va plus loin. On vous redonne les bases et on pousse. On veut vous apprendre surtout à raisonner, à mener un raisonnement de A à Z. Donc, et ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être moins l'habitude de faire au lycée. On a approfondi. Donc, pas d'inquiétude. Vous pouvez effectivement regarder un petit peu les différentes notions qui vont être enseignées si ça peut vous rassurer. Mais voilà, ne cherchez pas à tout voir avant. Ça n'a pas grand intérêt, je dirais. Alors, une autre question, si on n'a pas notre LAS biomédical en L1, peut-on après poursuivre en L2, L3 en biomédical simple? Oui. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y avait une question un petit peu ciblée. Donc, c'est Céline Arras. J'espère que je prononce bien. Je suis en première année dans une école française en Turquie. Je vais faire mon inscription sur Campus France. Je voudrais m'informer à propos des conditions pour avoir votre acceptance. J'ai des notes moyennes de 90 sur 100 en maths, physique et chimie. Diplôme de français B2.
Oui, toutes les conditions, enfin, si le projet et les conditions, les diplômes sont en règle, la candidature sera étudiée, mais après, ça m'est très, très difficile de donner une réponse comme ça sans avoir les dossiers. Et de toute manière, les commissions étudient les dossiers et toutes les réponses sont envoyées au même moment. Donc, là, comme ça, votre dossier ne paraît pas complètement farfelu et tout à fait paraît adéquat, si vous avez fait les matières qui correspondent à ce qu'on attend. Alors, on a Galaxy S9 Plus qui souhaite poser une question. Nous allons vous donner la parole. Bonjour Galaxy S9 Plus. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très, très bien. Du coup, en fait, j'avais 2 questions à vous poser. Mais vous avez plus ou moins répondu à la première question qui était par rapport aux compétences en physique et en chimie, parce que j'ai plus de facilité en chimie qu'en physique. Et comme en terminale, les 2 matières sont ensemble, on ne peut pas forcément voir qui a la prédominance dans chaque matière. Et du coup, vous avez expliqué qu'on allait tout revoir à zéro. Du coup, vous avez répondu à ma question. Oui. Et la deuxième, c'était par rapport aux neurosciences. Oui. Parce que j'aimerais devenir chercheuse en neurobiologie. Et j'ai vu quelques parcours, mais du coup, je n'étais pas sûre. Mais est-ce qu'il faut bien avoir un doctorat pour pouvoir devenir chercheuse? Ah oui, tous les chercheurs ont un doctorat. Tous. D'accord. En neurosciences ou pas? Oui, en neurosciences ou pas. Les chercheurs, quand on veut devenir chercheur, c'est le parcours le plus complet à l'université. Licence, merci. Master, doctorat, et puis ensuite, ce n'est pas encore fini. D'accord, merci beaucoup. Postdoc. Au revoir. Voilà. Sur les 20 places de kiné, combien sont attribuées en L1 et combien en L2? Il n'y a pas de séparation. Donc, ça se fait par rapport aux moyennes. Donc, il n'y a pas de… C'est la même cohorte pour nous. Il y a un moment dans l'année, on dit qui serait intéressé par les études de kiné. Et ensuite, à la fin de l'année, on regarde les moyennes, indépendamment de L1 et de L2. Et on propose donc par ordre de mérite. Et s'il reste de la place, à la fin de la session initiale, on propose même à des étudiants qui seraient intéressés et qui valident en session seconde chance de bénéficier des places qui restent. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il faut regarder si tu vois d'autres bras. Non, pour l'instant, non. N'hésitez pas à nous dire si on a oublié quelque chose, si on a oublié de répondre à une question. Ça n'est pas volontaire. Levez la main. Donc, soit lever la main, soit poser de nouveau votre question J'essaye de balayer dans la discussion. On y répondra avec plaisir. Non plus, je ne vois plus. Moi, je pense qu'on a fait le tour, mais oui, j'ai l'impression. Il manque, n'hésitez pas à nous dire. Non, je crois que c'est bon. Ah, une main levée. Ah. Marielle, Calixte. Marielle. Alors, bonjour. Bonjour Marielle. J'avais une question par rapport à la certification PICS. Je sais que dans mon lycée, on l'a déjà passée. Est-ce que ce sera nécessaire de la repasser au niveau des études en fait? La certification PICS, en fait, elle peut être enrichie à chaque fois puisque vous avez sûrement passé la certification PICS sur certaines compétences. Mais peut-être que nous, on vous proposera d'enrichir la certification que vous avez par d'autres compétences. D'accord, merci beaucoup. Oui, en L1, déjà, vous allez avoir une séance dédiée à ça, une séance de positionnement et ensuite une certification pour effectivement enrichir vos compétences. Donc, voilà, elle continue. Et puis, vous savez, les certifications, c'est valable qu'un certain nombre d'années. Donc, c'est bien de les repasser. D'accord. Et j'avais une autre question par rapport à la poursuite en master de neurosciences. Est-ce que vous avez des exemples de poursuite professionnelle après ce master? Caroline, les gens qui sortent après le master de neurosciences. De neurosciences? Oui, alors déjà là, c'est pareil que pour le BME. Faut vite que vous plongiez dans le programme parce qu'il y a une conférence neurosciences, du master neurosciences dans la journée.
Oui, d'accord. Dire. Parce que je ne l'ai pas vu sur le… Ah, attendez, vas-y, Caroline, si tu peux répondre le temps. Alors, la question, c'était quoi exactement, pardon? Sur dans quel domaine professionnel on pourrait déboucher après un master en neurosciences? Alors, dans le domaine de la recherche dans les neurosciences, principalement. Mais c'est essentiellement la recherche. Voilà, c'est essentiellement la recherche. Okay. La conférence, elle est à 15h. D'accord, merci. Le master neurosciences. Donc, vous en apprendrez plus en détail sur ce master à 15h. Il y a une question sur: y a-t-il des polis pour chaque cours pour une étudiante malentendante qui aimerait faire PASS? Et y a-t-il des étudiants avec des handicaps qui ont réussi en LAS avec des aménagements? Alors, pour la première partie, pour les polycopiés, oui, il y a. Mais attention, nous, on n'est pas PASS. C'est écrit PASS. Oui. Qui aimerait faire PASS. Alors, PASS, je m'engage pas sur s'ils fournissent des polycopiés dans toutes les matières. Hein. Donc, en LAS… qui aimerait faire LAS. Pardon, LAS, c'était une erreur d'écriture. D'accord. OK. Donc, nous fournissons des versions papier dans toutes les matières en première année. Et oui, des versions papier. Et oui, nous avons des étudiants en situation de handicap. Alors, des étudiants en situation de handicap malentendants qui ont fait LAS, non, il n'y en a pas actuellement, mais d'autres étudiants en situation de handicap avec des troubles 10 qui ont réussi, oui. Il y a une cellule, hein, la cellule santé handicap de l'université, qui propose donc, après avoir rencontré les étudiants en situation de handicap, un certain nombre d'aménagements. C'est rediscuté avec nous et on essaye de fournir ce qu'on peut. Je ne cache pas que ce handicap particulier est compliqué pour nous parce que, par exemple, en TD, nous sommes souvent les enseignants retournés sur le tableau, vers le tableau, ce qui fait que la lecture labiale, elle est compliquée, par exemple. Donc, je ne parle pas là de cette période où nous devons mettre des masques, même si nous mettons des masques inclusifs quand nous avons des étudiants qui sont malentendants, c'est compliqué, mais même en situation normale, le fait que nous utilisions beaucoup les supports tableaux est compliqué pour les étudiants en situation de handicap malentendant. Comment s'organise le contrôle continu en L1 ? Donc, le contrôle continu en L1 se fait sur la base, dans chacune des UE en général, d'une colle à l'oral au cours du semestre, d'une épreuve sur table, un DS1 en cours de semestre, puis le devoir sur table terminale, le DS2, lors des épreuves finales. Et ce, dans toutes les matières. Oui. Dans toutes les matières, les 3 épreuves comptent pour la note de l'UE avec des coefficients différents, sachant que l'épreuve finale est celle qui est basée sur l'ensemble du semestre, du contenu du semestre dans la discipline. Donc, elle demande d'avoir vraiment acquis tout ce qui a été fait dans le semestre. Et elle a lieu, jusqu'à présent, elle a plutôt lieu en janvier. Ça, c'est début janvier. Qu'est-ce qu'il y a les infos de mon… Ah oui, alors les doubles licences, effectivement, il y a une conférence à 14h. Donc, vous aurez toutes les infos. Oui, parce que c'est un fonctionnement un peu spécifique, de même que pour le CPES là, qui commence à 11h. Ouais. Alors, pour les écoles de kiné, comment est-on répartis? C'est à nous de postuler. En fait, vous donnerez vos choix et puis après, il y a un classement. Si vous êtes 6 à vouloir une école particulière et qu'il n'y a que 5 places, ce sont les 5 premiers en classement, les 5 meilleurs qui l'auront. C'est simplement ça et c'est Karine qui lance le petit sondage pour savoir. Voilà, on lance, une fois qu'on a donné les résultats du premier semestre, on fait un appel à intérêt
et dans lequel on demande aux étudiants de classer les écoles avec qui nous avons des conventions l'année en cours. Et à la fin de l'année, quand on dispose donc des résultats de L1 et de L2, on demande une confirmation d'intérêt, on demande une confirmation du classement qui a été proposé, et puis on fait tourner la moulinette par ordre de mérite. L'année dernière, tout le monde a eu Ah non, c'est pas vrai. Une étudiante souhaitait la PHP et uniquement la PHP pour des raisons financières, et elle ne l'a pas obtenue. Mais sinon, les autres ont eu l'école de leur premier choix. Y aura-t-il une présentation de chacune des écoles de kiné, je suppose? Ça, vous allez sur le site de la faculté je vous ai perdu, santé. moi. Comment? L'image de Karine est figée. Ah. Donc, sur le site de la faculté de santé, vous pouvez arrêter votre Internet. Il y a une JPO qui a été faite il y a 15 jours, je crois, et il y a des présentations qui sont en ligne, et j'ai cru avoir vu qu'il y avait les écoles de kiné. Oui, alors je vous ai perdu pendant un moment, donc… Savoir si on aurait une présentation, il y aurait une présentation des écoles de kiné. J'ai dit simplement que ça a déjà été fait. Et que je crois que oui, sur la faculté, lors de la JPO de la faculté de santé. Vous faites JPO et vous tapez vous cliquez sur faculté de santé, vous verrez, il y a toutes les présentations qui ont été faites il y a 15 jours, dont celle sur les écoles de kiné. Et puis, je vous invite aussi à consulter leur site. Les écoles de kiné, en tout cas, l'école de kinésithérapie de Paris et l'EFOM organisent des JPO virtuels de manière très, très, très régulière. Je crois que ça c'est… Moi, je ne vois plus rien dans le chat. Et non, moi non plus. Et plus de main levée, il me semble. Bon. Nous allons pouvoir arrêter alors. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. En tout cas, nous vous remercions donc pour votre présence et pour votre intérêt pour notre formation. Et